La plus grosse trouille quand on démarre en investissement locatif, c'est de tomber sur le locataire qui ne te paye plus, qui va dégrader ton logement et que tu ne vas pas pouvoir virer. Sauf que les mauvais locataires, crois-moi, ça se voit venir et le tri commence bien avant la visite. Ce que je vais te montrer dans ce podcast, ce sont finalement les vrais signaux à observer pour sélectionner les bons locataires, comment trier justement quelle est ma méthode de prix et comment faire pour se protéger. Je te dis ça et je te parle de ça aujourd'hui parce que en ce moment, j'ai deux biens qui se sont libérés et j'en ai un troisième qui arrive. Donc, je suis en plein dedans. Alors, je vais pas te mentir, c'est pas ce que je préfère réaliser. C'est pas là où mon expertise et mon talent va s'exprimer le plus. Néanmoins, avec une bonne méthode et un process bien orchestré, ça se passe pas trop mal. En effet, ça fait 6 ans maintenant que je suis investisseur immobilier. Aujourd'hui, j'ai 16 lots d'habitation et j'ai, on va dire, une certaine expérience dans la sélection de locataires. Et à travers le temps et à travers mes process et ma méthode, j'arrive à sélectionner les bons candidats. Et à chaque fois que j'ai appliqué ces process, ça s'est très bien passé. Alors, on va démarrer par quelque chose qui va peut-être vous sembler un peu bizarre ou paradoxal, mais le meilleur filtre pour ne pas avoir d'impayé, c'est le bien en lui-même. En effet, vous le savez toutes et tous, il y a une règle en immobilier, l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. En effet, un bon candidat, un bon dossier va choisir forcément un bon emplacement, un bon produit. Forcément, si tu vas trouver et acheter un bien dans un endroit éclaté, tu auras potentiellement les locataires qui vont en face. Voilà, parce que les gens qui ont peut-être moins les moyens de se payer des logements de qualité et un peu plus cher, hein, comme c'est notre stratégie en tant qu'investisseur rentable, vont se tourner sur des secteurs où les prix sont un peu moins chers, sur lesquels ils auront la capacité financière de se loger. Et de la même façon, quand on se situe dans des endroits qui sont moins bien cotés, eh bien, on a potentiellement moins de choix dans la sélection du candidat. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à comprendre, c'est que l'emplacement de ton bien va directement influer sur, on va dire, les dossiers que tu vas recevoir. C'est quand même un point important. Je pense que, alors, il faut savoir déjà que les statistiques en France sur les impayés, c'était de l'ordre de 2 à 3% des dossiers. Il faudrait voir là-dedans justement quel va être un petit peu ce prorata, ce ratio d'impayés sur des secteurs qui sont peut-être un peu moins cotés. Peut-être faire un rapport par rapport au prix au mètre carré de la ville ou par rapport zone rurale ou grande ville. Voilà. Bon bref, donc c'est quand même à retenir que quand on a un emplacement plus premium, tu auras potentiellement moins, tu auras des meilleurs dossiers et implicitement moins d'impayés. Néanmoins, comment on fait pour reconnaître un bon dossier d'un bon locataire? Déjà, j'aimerais casser un peu un mythe qui va être un peu le réflexe du débutant, c'est je prends la personne qui a le plus gros salaire ou alors je prends la personne qui est en CDI. Je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, ça ne veut rien dire. J'ai par le passé pu sélectionner des candidats qui avaient sur le papier à peine les fameux 3 mois de loyer qu'on va exiger, qui étaient pour certains en CDD ou qui étaient contractuels, qui étaient en intérim et avec qui ça s'est très bien passé. Donc déjà, on va casser cette croyance-là. Ce qui va compter, à mon sens, sur le dossier, ça va être forcément une régularité et une stabilité des revenus, peut-être par rapport en effet à une ancienneté. Tu as beau être en CDD, si ça fait 3 ans que tu es en CDD parce que tu es contractuel à l'hôpital par exemple, moi ça me va. Il y a également le fameux, comme je viens de te le dire, le fameux ratio. On aurait tendance à demander 3 fois le loyer, de la fameuse règle 3 fois le montant du loyer en termes de revenus. Donc ça correspondrait finalement à un taux d'effort de 33% sur ton salaire.
Mais moi, je me base pas que là-dessus. Je regarde aussi la cohérence du dossier en elle-même. Les avis d'imposition, etc. Et finalement, des fois, un dossier qui va être trop parfait, un candidat qui va être pressé ou qui propose même de payer plusieurs mois cash en avance, j'aime pas trop. Pour moi, c'est comment dire, c'est un écran de fumée. Voilà, si je reprends des termes de négociateur, c'est un écran de fumée. On envoie un signal comme quoi on veut un peu berner la personne, notamment sur le côté payer plusieurs mois en avance. J'ai déjà eu le cas, hein. J'ai déjà eu le cas et que j'ai refusé à chaque fois parce que je ne fais pas de passe droit. Et c'est pas pour moi un critère essentiel. Et la plupart du temps d'ailleurs, les personnes qui ont un comportement comme ça, c'est souvent des casse-couilles et c'est des personnes avec qui, tu vois, qui se sentent un peu au-dessus des autres et sur lesquelles potentiellement tu auras des emmerdes et qui va te faire chier pour la moindre, je dis n'importe quoi, prise électrique défaillante. Bon, c'est un mauvais exemple, mais c'est pour t'illustrer un petit peu tout ça. Moi, ce que je vais regarder, et dans tous les cas, je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans ce podcast ma méthode de sélection, vraiment ce que j'appelle moi ma méthode en entonnoir. Mais voilà, je regarde une cohérence. Alors, il faut savoir quand même sur cette fameuse lecture de dossier de candidats, j'ai eu le cas il y a quelques mois de cela sur des faux bulletins de salaire. Faut quand même être ultra vigilant. Voilà, moi j'avais des incohérences par rapport. Il avait modifié la date en haut à droite sur les mois, mais comme de par hasard, l'ancienneté n'avait pas bougé sur les bulletins de salaire. Donc voilà, il y a des faux quand même, et je pense qu'avec l'IA, ce sera de plus en plus compliqué de les déceler potentiellement. Moi, quand j'ai un doute, ce que je fais, c'est que là, sur le dernier locataire, hein, clairement, ça date de la semaine dernière. C'est un jeune homme qui est en intérim, qui a démarré il y a quelques semaines, quelques mois, mais avec qui il y a eu un bon feeling, etc. J'ai appelé directement l'agence d'intérim pour vérifier ses dires. Voilà, et c'est pas la première fois que je le fais. J'ai eu le cas également il y a quelques années de ça où j'ai appelé également l'entreprise en tant que telle pour m'assurer que la personne était. Enfin, moi j'avais un bon sentiment et j'ai confirmé cela en appelant l'employeur. Voilà, ou l'employeur, la RH de l'employeur. Donc voilà, ce sont des choses qui finalement peuvent vous permettre d'affiner des dossiers si vous voulez aller plus loin, si vous avez une bonne impression, mais voilà, en tant qu'aujourd'hui propriétaire, on ne peut pas se permettre de passer à côté. Donc voilà. Ensuite, on va regarder ensemble les red flags qui puent l'impayé. Alors, moi, un truc que je déteste déjà, ce sont les dossiers incomplets ou les dossiers sur lesquels les pièces vont être fournies au compte-gouttes. On t'envoie ça à l'arrache sur WhatsApp, on te met 36 trucs sur le bon coin. C'est mort, ces dossiers-là déjà, c'est niette, je ne les regarde même pas. Quelqu'un, pareil, qui va être long ou réticent à envoyer des pièces justificatives, qui machin, qui truc, qui tortille du cul, comme je dis, ça c'est pareil, ce sont pour moi des signaux pas bons du tout. Une incohérence, pareil, entre une adresse, un employeur, des montants qui collent pas, un petit peu comme ce que je t'ai dit là avec les faux bulletins de salaire. Ou alors quelqu'un qui va vouloir signer potentiellement très rapidement. Donc voilà, donc il faut quand même faire sa petite enquête, recouper les positions entre l'avis, l'appel de l'employeur comme ce que je viens de te dire. Ce sont des choses qui à mon sens, ça devient obligatoire aujourd'hui de procéder finalement de la sorte. Mais ce qu'il faut te dire, c'est que ton intuition, il faut te fier à ton intuition. Et là, encore une fois, je vais t'expliquer ça dans ma méthode entonnoir. Mais dans tous les cas, moi, c'est quelque chose pareil que j'ai appris à comprendre avec le temps. Notre intuition nous trompe jamais. C'est quand même un super pouvoir que l'on a, que ce soit dans les visites IMO ou potentiellement dans le choix du locataire. Mais quand il y a un doute, moi je trouve qu'il n'y a pas de doute. Voilà, c'est vraiment une phrase à retenir, issue de 6 ans d'expérience en tant que propriétaire bailleur. Mais voilà, là l'autre jour j'ai passé pareil quelques coups de fil on va dire sur des candidats potentiels sur lesquels le dossier, enfin les premiers filtres avaient été ok. Et j'en ai une au téléphone. Putain, j'ai pris des notes et j'ai encore mes notes là. J'ai noté
moins sympa que les autres, profil casse-couille, procédurière. Et ben même si son dossier financier était plutôt pas mal, j'ai pas envie de quelqu'un comme ça. J'ai pas envie de quelqu'un qui va peut-être me casser les bonbons pour le moindre truc, etc. Donc c'est un profil que j'ai finalement mis de côté pour privilégier d'autres personnes. Si tu es encore à l'écoute de ce podcast, c'est que tu es investisseur immobilier, que tu es sans doute très intéressé par le sujet ou que potentiellement tu veux scaler et aller chercher encore plus de lots. Pour en savoir plus un petit peu sur l'aide que je vais pouvoir t'apporter et suivre un petit peu mes actualités de marchand de biens, d'investisseurs immobiliers professionnels, de chasseurs immobiliers, je t'invite à t'abonner à la newsletter que j'envoie une fois par semaine. Tu y retrouveras du coup un décryptage de l'actualité, potentiellement les événements que je vais organiser un petit peu partout en France, surtout dans l'Ouest, mais il y a des surprises qui vont arriver très prochainement. Donc je t'invite à t'abonner à cette newsletter, c'est gratuit, promis, il y en a une grand maximum par semaine. Et en plus, j'envoie des pépites immobilières que je vais décrypter et analyser et avoir de par mon réseau. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est gratuit. Passons maintenant à la méthode de sélection de mes locataires. Alors comment je fais pour sélectionner des locataires? Moi, c'est ce que j'appelle ma méthode en entonnoir. La première chose, bien sûr, va être de rédiger une annonce qui va être qualitative et explicite au maximum. Alors aujourd'hui, on a la chance avec l'IA de pouvoir prompter des annonces qui vont être qualitatives. D'ailleurs, ça se voit aujourd'hui sur Le Bon Coin. Quand une annonce est rédigée avec l'IA, ça se voit. Néanmoins, sur des profils, sur des mises en ligne de biens, c'est moins dérangeant, je trouve. Donc voilà, la première chose, c'est une annonce qui va être sexy, qui va bien détailler le bien immobilier. La deuxième chose, ça va être le recueil des messages. Alors, c'est vraiment une étape que je trouve assez chiante. Mais néanmoins, il y a des choses qui vont être rédhibitoires, à savoir juste le message « Bonjour, votre bien est-il disponible ?» sans rien d'autre. Pour moi, je supprime directement le message. Donc j'attends un minimum de description, on va dire « Bonjour, je m'appelle un tel, votre bien m'intéresse, je suis jeune actif, je suis étudiant, j'ai besoin de ça pour telle date, etc. » Bon bref, un message, on va dire, de présentation, de politesse, un minimum développé. Et d'ailleurs, pour en revenir à la dernière personne que je viens de faire rentrer, c'est un petit jeune. Encore une fois, situation financière, c'est pas l'idéal entre guillemets, mais néanmoins, voilà, il a passé tous les filtres. Et le premier, ça a été justement un message très poli en expliquant directement que sa situation professionnelle n'était pas incroyable, mais que néanmoins le logement l'intéressait, etc. Et en fait, dans la façon dont il a tourné son message, je me suis dit un jeune homme qui est bien éduqué, qui a conscience de ses faiblesses, mais qui finalement est OK pour en parler très ouvertement et en toute transparence. Donc voilà. Donc première chose, un message construit. Les fautes d'orthographe, c'est assez rédhibitoire pour moi, je dois dire. Alors même si je suis pas le pro, mais en fait, quand on écrit comme on parle, sans règle de français ou de grammaire, moi c'est clairement, je me dis que c'est un manque d'éducation. Et moi je veux des gens éduqués chez moi tout simplement. Donc voilà, donc c'est la deuxième chose. Donc le message qui est cohérent. Il faut également que la personne ait soit rempli son profil locataire sur Le Bon Coin. Directement, les locataires ont la possibilité de faire ça. Ou si je leur demande les pièces à m'envoyer en privé, que ce soit fait, que le dossier soit complet déjà. Et que ce ne soit pas fait une semaine après. Donc la plupart du temps, les très bons locataires ont pareil préparé leur dossier en amont. Voilà, c'est source quand même de réflexion, d'intelligence, de se dire voilà, je postule à quelque chose, je sais qu'on va me demander des pièces, j'anticipe tout ça. Donc voilà, suite à cela, je passe quelques coups de fil sur les profils qui me semblent les plus intéressants. Et par rapport à ces coups de fil et au feeling que j'ai à travers les messages, à travers l'expression orale, je vous donnais l'exemple de la dame l'autre jour là où je me suis dit putain c'est une casse-couille,
voilà, j'en veux pas. On a déjà une sélection naturelle qui va se faire et potentiellement on va pouvoir retenir 2-3 candidats que l'on va ensuite faire visiter. Et la visite finalement c'est la dernière étape où je vais bien sûr regarder la ponctualité, l'attitude pendant le logement. Est-ce que la personne va pinailler sur des détails. Je prends l'exemple, qu'est-ce que j'ai eu une fois, oui, il y a 10 jours de ça, j'ai quelqu'un qui me dit ah la boîte aux lettres n'est pas aux normes. Mais en fait, ta gueule, une boîte aux lettres, c'est une boîte aux lettres. Si tu commences à me pomper l'air pour une boîte aux lettres, en fait, j'ai pas envie de voir la suite, quoi. Donc voilà, donc après il y a l'attitude, etc. Donc c'est quelque chose également que je prends en compte. Et par rapport à tout ça, une fois que toutes les planètes sont alignées, j'ai mon profil, mon candidat, mon locataire. Et je ne me suis jamais planté en appliquant cette méthode. Donc voilà, donc ça c'est ma méthode en auto-noir. Je peux vous garantir que si vous l'appliquez à la lettre, ça va très bien se passer. Néanmoins, comment faire pour se protéger en cas d'impayé sans se ruiner? Vous avez différentes solutions. La première solution, ça va être bien sûr les garanties, que ce soit une caution personnelle, un parent notamment, un frère, une sœur, etc. Un garant solidaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous demandez un écrit, une lettre écrite et manuscrite de cette personne là. Vous avez des modèles sur internet. Première option. La deuxième option va être Visal, c'est gratuit, vous avez une éligibilité en fonction des profils. La garantie Visal doit être signée entre les deux parties avant la signature du bail. Et pareil, j'ai eu le cas l'autre fois, une jeune, mon loyer était à 450 €, un truc comme ça. Par contre, elle, la garantie Visal ne la couvrait qu'à hauteur de 100 ou 150 €. Donc c'est une personne que j'ai mis de côté. Parce que voilà, il faut à minima que la garantie vitale couvre votre loyer. Et c'est pareil, vous avez des dates. Voilà, si la garantie vitale couvre 1 mois ou 2, c'est pas assez. Il faut un peu plus de visibilité. Donc ça, c'est sur cette partie garantie. J'ai par expérience eu une défaillance une fois d'un garant. Donc c'est pareil, c'est pas une solution miracle. Mais bon, j'ai appris a posteriori que le garant n'était même pas au courant qu'il était garant. Mais voilà, assurez-vous également que les garants soient solvables et on demande clairement les mêmes pièces justificatives que pour le locataire. Vous pouvez ensuite avoir une garantie loyer impayé qui va représenter grosso modo 2 à 4% du loyer en général. Jusqu'à présent, je n'en ai jamais utilisé. Néanmoins, sur le bien que je vais signer là très rapidement, j'ai 3 logements sur 4 qui sont loués. Et je sais que sur ces profils en place, j'en ai certains qui parfois peuvent avoir un peu de retard. Je suis sur une zone en l'occurrence où j'ai une très belle rentabilité, mais j'ai la clientèle, on va dire, qui va en face. C'est un choix volontaire et délibéré de ma part sur ce projet. Mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc sur ce projet-là, je vais prendre une GLI parce que j'ai pas sélectionné les locataires en amont et que j'ai pas envie de les subir. Donc voilà, mais d'une manière générale, quand on démarre, je pense qu'on peut gérer bien son parc immobilier. Moi, je vais avoir 16 lots là, ça commence à être un peu de charge mentale quand même sur ce nouveau bien immobilier. J'ai pas envie de me prendre la tête, donc je vais prendre une GLI. Néanmoins, une garantie ne remplacera jamais un bon tri en amont. Voyez plus ça comme une ceinture de sécurité en plus et pas comme un parachute ou une solution miracle. Une garantie Visal, ça va vous couvrir peut-être pendant la durée de l'éligibilité, peut-être 1 an, 2 ans, grand maximum. Mais si la personne elle reste 5 ans, vous l'avez dans le cul et vous avez des loyers perdus finalement. Donc dites-vous bien les amis que le vrai filet de sécurité, c'est d'acheter un bien que les gens vont s'arracher. Voilà, trouver le meilleur bien possible. Donc voilà, si je refais un petit récap, c'est bien sûr les bons locataires, on va les attirer en achetant le bon produit, en achetant le bon bien et ensuite en les triant sur les bons signaux et pas uniquement sur un salaire. Donc voilà, si vous voulez scaler votre
parc et votre patrimoine immobilier. N'hésitez pas à réserver un appel en description avec moi. Je me ferai un plaisir d'analyser votre profil pour voir si je suis en mesure de vous aider. J'étais il y a 2 jours de ça en coaching avec un couple qui vient de signer un accompagnement avec moi et j'étais encore surpris de voir que malgré ces personnes-là ont un patrimoine à plus d'1 million d'euros, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais c'est quand même pas rien. Eh bien, ils se retrouvent bloqués dans des biens qui ne sont pas optimisés, bloqués dans un endettement trop important et sur lesquels ils ne pensent plus pouvoir investir. Et pour moi, c'est vraiment ultra intéressant aussi de bosser avec des profils comme ça parce que je sais que je vais pouvoir aller les faire chercher le stade encore d'après. Donc, même si vous pensez que votre situation est désespérée, il reste de l'espoir. Donc voilà. Donc si vous voulez accélérer, n'hésitez pas encore une fois à prendre un petit appel. C'est gratuit. On se retrouve dans un prochain épisode. J'espère que ça vous a plu et portez-vous bien. C'était Jérôme. Ciao, ciao.